Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Quel est le juste prix de l'alimentation ? On va en débattre justement avec Grégory Besson-Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Aube. Juste à vos côtés, Sophie Baudouin-Hubière, députée de la Haute-Vienne. Bonjour, madame. Juste à vos côtés, Nicolas Broutin, PDG de Yara France. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, tout près d'ici. Bonjour. Et puis Michel Biérot, responsable des achats de Lidl. Bonjour Michel. Bonjour. Quel est le juste prix de l'alimentation ? On va avoir l'occasion d'en parler, mais bravo déjà. Ça y est, ça avance cette loi. Vous allez sacraliser le prix payé aux producteurs. C'est passé hier en commission paritaire ? Exactement, on a réussi à réinverser la mécanique standard. C'est-à-dire qu'avant, qu'est-ce qui se passait ? La grande distribution négociait avec les industriels et avec ce qu'il reste, eh bien, on allait voir les agriculteurs en disant « Bien voilà, je n'ai pas pu passer de hausse de prix par rapport à tes coûts de production et donc je ne peux ne payer que ça. » Et ça fait 10 ans que nous sommes en déflation ou à zéro pour les agriculteurs. Eh bien là, la mécanique est complètement inversée. Ce que l'on fait, les agriculteurs négocient un prix rémunérateur avec les industriels et on le remonte à la grande distribution. La grande distribution, grâce à cette transparence, n'a pas d'autre choix. Elle doit payer le bon prix. Comme on dit chez moi, on a remis le facteur sur le vélo. Ça veut dire qu'on a sacralisé le prix payé aux producteurs ? On ne l'a pas sacralisé, il est toujours négociable. Mais à partir du moment où le prix payé est un bon prix, eh bien, il est considéré comme tel par l'industriel, on le remonte auprès de la grande distribution. Et ce qu'il fallait, c'était remettre de la confiance. Ce texte, c'est de la confiance entre les agriculteurs et leurs premiers acheteurs, et entre les industriels et la grande distribution. On met fin, en fait, au jeu de dupes, qui est celui de « je ne te paierai pas, quand je suis distributeur, une hausse, parce que tu ne me la justifies pas ». Maintenant, on crée de la transparence, ça rassure et la grande distribution et les industriels. Et donc l'agriculteur est gagnant. C'est ce qu'on appelle Egalim 2, mais c'est pas gagné encore, puisqu'il faut passer devant l'Assemblée. Alors ça a passé le filtre de l'Assemblée à l'unanimité, je tiens à le préciser, l'ensemble des groupes politiques ont voté à l'unanimité ce texte. C'est passé au Sénat avec un petit peu plus de difficultés, mais en commission mixte paritaire, on a trouvé un bon équilibre. Il reste encore les lectures, ce qu'on appelle la conclusion. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc considérons que maintenant ce texte est un nouveau texte de loi. Applicable quand ? Applicable au 1er janvier 2022. Michel Biérot, la grande distribution, c'est vous les méchants dans l'histoire. Vous allez contourner Egalim 2 comme vous avez contourné Egalim 1 ? Bien sûr. Non. Alors déjà, juste pour étayer les propos de M. Besson-Moreau, c'est vrai qu'il a tout à fait raison. En fait, la bataille entre le distributeur et l'industriel, qui a lieu depuis des décennies, en fait, la variable d'ajustement, c'était l'éleveur. Et c'est l'éleveur. Et ça ne peut pas continuer. Donc aujourd'hui, c'est bien, je pense, Egalim 2 est une très bonne chose parce que c'est parfaitement cohérent avec les valeurs que je porte, et c'est-à-dire rémunérer correctement l'éleveur. Par contre, c'est vrai que l'industriel, il y a toujours cette opacité. Et il faut apporter de la transparence parce que l'industriel, moi à la limite, j'ai pas de problème à lui payer des hausses. À partir du moment que je sais qu'on partage la valeur, sauf que quand on me vend alors je vais pas citer d'exemple, on va pas prononcer de marque, mais un produit à base de matières premières agricoles françaises et qu'on me demande 12% de hausse, ok, mais qu'on me démontre déjà pourquoi je dois payer ce prix-là, d'accord ? Quelle est la part du coût de production de l'industriel, avant même de parler de celui de l'éleveur, du coût de transformation, quand il y a de la transformation, du coût de l'emballage, bref, construire un prix d'achat. Or aujourd'hui, sur toutes les marques nationales, on fait des déflations d'un tarif général qui sort du chapeau de Perlimpinpin. Et c'est ça qui me pose problème. Donc moi, je veux bien payer toutes les hausses, si on m'assure, en toute transparence, que cet argent arrive dans la poche de l'éleveur. Et Egalim 2, je pense que c'est, en tout cas, une loi qui va obliger l'industriel à sanctuariser, ou en tout cas à prendre en compte les coûts de production de l'éleveur. Est-ce que l'industriel va avoir cette obligation de transparence redoutée par, justement, Michel Biérot ? Bien sûr, la loi Egalim 1 était un excellent texte dans lequel nous avons créé énormément d'outils sans mettre de la contrainte sur ces outils et sans mettre de transparence. Maintenant, c'est dans la loi. Dans la loi, l'industriel est obligé de donner le prix, alors à travers bien sûr des mécanismes qui vont le protéger quand même. On n'est pas là pour dévoiler les secrets des affaires ou la recette d'un produit. Mais dans son prix, dans la construction du prix, il va aller voir le distributeur en lui disant voilà, moi ma hausse ou ma baisse, c'est de 1, 2, 3%, ou moins 1, moins 2,3%. Il va le justifier à travers un tiers indépendant. Donc il est obligé par la loi. C'est là toute la différence. Nous ne sommes pas dans une économie ultralibérale ou une économie administrée. Nous sommes dans une économie régulée.
Michel Biraud, justement, vous avez essayé de signer directement des contrats avec les éleveurs, vous, pour dire attention, il faut que ça remonte cette valeur ajoutée. Ça veut dire que vous allez continuer ou vous allez faire confiance à la loi? Alors je vais faire confiance à la loi, mais je vais quand même continuer à signer des tripartites parce que je continue à prôner ce type de contrat. Parce que la grande différence, c'est que avec la loi Egalim 2, je ne connaîtrai toujours pas les éleveurs qui sont derrière le produit que l'industriel me fabrique. Alors que dans la tripartite, ma première rencontre, c'est avec les éleveurs. Et ensuite, on cherche un industriel qui s'engage à payer le prix demandé par l'éleveur. Donc il y a une vraie transparence sur les trois. Maintenant, Egalim 2 est très bien. Après, ça reste une double bipartite, c'est-à-dire que l'industriel s'engage à payer le bon prix à l'éleveur, et après, il me le repasse dans mes négos avec l'industriel. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes à l'origine d'Egalim 1. Je vous ai fait venir pourquoi? Parce que vous avez vu pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a eu des contournements. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la muraille est assez levée pour ne pas être franchie? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Egalim 1 crée une boîte à outils. Le problème, c'est qu'au bout de 2 ans d'application, ce qu'on constate, c'est que les outils ne sont pas utilisés. Et je ne connais pas d'outils utiles si on ne s'en sert. Donc le but d'Egalim 2, c'est justement d'imposer ces outils. Et comme le dit la célèbre publicité, il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. On a vu que la grande distribution, globalement, elle a vraiment, de ce côté-là, pas joué le jeu. Enfin, je ne veux pas accuser mon voisin parce que c'est un c'est pas le pire. Voilà, c'est pas le pire, voire un des meilleurs. Et les contrats tripartites, que ce soit dans Egalim 1 et Egalim 2, on peut pas les décréter par la loi. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, effectivement, c'est la logique de ces 2 lois, c'est d'aller vers ce contrat tripartite. C'est pour ça qu'on a, dans le droit à la concurrence actuel au niveau européen, qu'il va falloir sans doute faire bouger dans les années qui viennent, on a instauré ce double bipartite qui permet justement à l'administration aussi de contrôler la réalité de la transparence des coûts de production et de fait que ces coûts de production soient bien répartis du début à la fin de la chaîne alimentaire et qu'on ait un respect de ces coûts de production et du coût de production du produit agricole. Donc ce double bipartite dans la loi Egalim 2, il est bien inscrit dans la loi et maintenant il y aura des contrôles qui seront possibles. Et si des acteurs ne jouent pas le jeu, il faudra les pourchasser et les condamner lourdement. Jean-Baptiste, quand on avait fait justement des émissions sur Egalim 1, on le disait, il fallait qu'il y ait en gros Egalim 2. Pourquoi on n'a pas fait Egalim 2 au moment d'Egalim 1? Mais parce qu'on a fait confiance dans Egalim 1, on a fonctionné effectivement sur la confiance du monde agricole et sur la confiance du monde industriel et du monde de la grande distribution, sur le fait que voilà, on a créé une boîte à outils, on a espéré et on a incité à les utiliser. Maintenant, force est de constater au bout de 2 ans, il faut savoir en tirer les conclusions. Et au niveau de la majorité, on en a tiré les conclusions que ces outils n'étaient pas suffisamment utilisés pour que la valeur redescende dans les cours de ferme. Donc il fallait absolument passer par des obligations. Alors aujourd'hui, on a été clairement avec cette loi au maximum du droit à la concurrence européen tel qu'il s'exerce aujourd'hui. Si on doit bouger encore plus, alors moi, je pense qu'on est déjà au maximum au niveau de la loi. Il faut maintenant que les filières s'organisent et se mettent en place pour pouvoir utiliser pleinement ces articles de loi. Mais après, si on doit aller plus loin, il va falloir modifier le cadre du droit à la concurrence européen. Mais je pense qu'avec ces 2 boîtes à outils, Egalim 1 et Egalim 2, on a déjà largement les articles de loi nécessaires pour ramener de la valeur dans les cours de ferme et respecter les coûts de production des agriculteurs, parce qu'on n'arrivera pas demain à avoir une agriculture si on ne respecte pas les coûts de production, on n'installera pas des agriculteurs s'ils ne doivent ne pas vivre de leur métier. Quel regard vous portez, Sophie Baudouin-Hubière, sur cette loi, puisque vous y avez participé? Alors d'abord, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire dans Egalim 1? Force est de constater que je ne pense pas en fait. Parce que je me souviens quand même des grandes négociations avec tous les acteurs de toutes les filières. Et je crois qu'il y a des moments de maturité et que parfois il faut une première loi et revenir sur une deuxième. Parce qu'on ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait sur le premier texte. Les acteurs ne sont pas prêts à l'entendre, ne sont pas prêts à l'accepter. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et là encore, j'appelle aussi les acteurs à beaucoup de responsabilités parce que, on l'a dit, on le redit, les boîtes à outils sont là, mais si les ouvriers ne s'en saisissent pas, le chantier, il restera en chantier et on n'avancera pas. Et après, moi, je suis très fière qu'on soit aussi, nous, législateurs, capables et matures aussi de se dire ce qu'on a fait n'est pas suffisant et on y retourne, plutôt que de faire cocorico. Vous avez vu, on est géniaux, on est formidables, on vous a écouté, mais on est capable de temps en temps de dire peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment bien. Donc je trouve que cette façon-là de faire de la politique et de la loi me convient parfaitement.
Michel Biérot, si Michel-Édouard Leclerc serait là, il dirait mais attention, vous allez faire payer le consommateur, c'est une honte. Ouais. Comment la grande distribution va réagir? Alors justement, c'est quand même, enfin moi je trouve dommage d'en arriver à une loi. Pourquoi? Parce que on parle de, Monsieur Besson-Moreau parlait de 3%, 4% parfois qu'on nous demande de hausse. Finalement, si vous avez une brique de lait qui vaut 72, 75 centimes, on parle de 2, 3 centimes. Moi j'ai augmenté mon prix du lait pour montrer au marché qu'on peut vendre un peu plus cher, de 2 centimes au mois de mars. Bon, le marché m'a suivi, tant mieux. Donc du coup, je peux payer un peu plus les laitiers. J'ai augmenté de 2 centimes ma brique. Je n'ai pas vendu une brique de moins. Le consommateur, il ne va pas acheter moins de lait parce que j'augmente de 2 centimes. On ne parle pas de 30% de hausse. On parle de quelques centimes. Donc bien sûr que je ne suis pas du tout d'accord. On est là, distributeur, pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Les Français achètent avec leur porte-monnaie et il faut y faire très attention. Mais encore une fois, on parle de quelques centimes pour le monde agricole. On ne parle pas des bénéfices hallucinants des multinationales qui sont dans ce pays. Donc on a réussi un pari génial dans les 10 dernières années, c'est que le consommateur français, il veut manger français, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc si on veut continuer à les proposer du produit français, il faut mettre ces 2 centimes sur la table. Moi je suis prêt à le faire, il faut que l'industriel les mette aussi, pour qu'au final, l'agriculteur ne soit plus la variable d'ajustement. Et j'espère et je pense que Egalim 2 va y contribuer. Mais vous avez tous noté qu'on est dans une période étonnante de terra incognita, ce qui se passe avec l'inflation qui repart, avec les coûts qui réaugmentent. Est-ce que le consommateur va pouvoir payer son alimentation demain? D'autant plus que j'ai des mauvaises nouvelles, le prix des engrais va continuer à augmenter. Il a doublé, plus que doublé en un an? Oui, la situation est très évolutive, effectivement. Alors, il faut quand même préciser que la France consomme un peu moins de 1% des engrais qui sont produits dans le monde. Ça veut dire qu'on est quand même sur des mécaniques d'offres et de demandes qui dépassent le cadre français, voire le cadre européen. Néanmoins, nous sommes dans une tendance qui a l'air durable. Il y a un cas spécifique à l'Europe, c'est le prix de l'énergie, bien sûr. Le prix du gaz impacte forcément. Mais je vais rebondir. Est-ce que vous connaissez le prix de l'engrais? On va prendre la baguette de pain, vous êtes de l'Aube, une zone très céréalière. Quel est le coût de l'engrais dans la baguette de pain? Aujourd'hui, on a fait le calcul tout à l'heure, 1,2 centime. Donc je rebondis sur ce centime. Je pense qu'effectivement, tout ce qui permet aux agriculteurs de sécuriser leurs revenus, sécurise également leurs investissements. Et nous devons aider l'agriculture française à investir mieux. L'investissement, c'est aussi d'avoir des moyens de production. Les engrais font partie de ces moyens de production. Et aujourd'hui, avec un coût de 1 centime sur une baguette, je pense qu'on a les moyens d'aller plus loin. Nicolas Broutin, il faut que vous nous donniez, que nous expliquiez un peu ce qui s'est passé en matière d'engrais. C'est quoi? C'est la Russie qui a voulu fermer un peu le robinet, qui fait que les cours ont monté. On est dépendant du cartel des pétroliers. Enfin, on n'est pas du tout souverain sur le plan agricole en France. Alors, allez, quelques ordres d'idées. Si vous voulez, les ordres de grandeur, c'est que l'azote, je vais prendre le marché de l'azote, qui est le plus grand marché quand on parle d'engrais, ce sont 100 millions de tonnes plus ou moins consommées à l'échelle mondiale. Ces 100 millions de tonnes se consomment essentiellement en Asie, Chine et Inde réunis 50%. Donc, tout ce qui touche au mécanisme, notamment du marché de l'urée, puisque le marché de l'urée est le marché directeur, impacte directement des marchés comme le marché européen ou le marché français. Qu'est-ce qui se passe sur l'urée? Estimation IARA, premier semestre 2021, production en baisse mondiale de 5% par rapport au premier semestre 2020. Ça veut dire que nous avons une offre réduite sur ce marché directeur qui est le marché d'urée. Pour quelle raison? Les usines en 2020, elles ont continué à tourner, mais on a passé des maintenances, on les a décalées, on les a annulées. Il y a certaines unités qui auraient dû partir, qui ne sont pas parties. Donc il y a structurellement un défaut d'offre qui est en train de se mettre en place. Et dans le même temps, la demande est très saine. Le prix des céréales est relativement bon. Il y a une vraie incitation à produire, ce qui crée bien sûr un besoin d'engrais. Cette demande très saine en face d'une offre dégradée produit cette situation. Elle est bien plus large que la situation européenne ou française. Et comme je le disais, bien évidemment, le prix de l'énergie, vous savez, c'est 80% du coût de fabrication des engrais. À partir de là, en Europe, aujourd'hui, compte tenu du prix du gaz, on a effectivement des difficultés. Et Jean-Baptiste Moreau, sur son exploitation, une tonne d'engrais, il a payé il y a un an d'azote 250 €, je ne sais pas, de cette ordre d'idée, je parlais du marché directeur qui est le marché urée. Vous savez, vous prenez une cotation qui est une cotation très fréquente, qui est l'urée de départ Égypte par exemple. Au début du mois, je vais prendre le début du mois de septembre 2021, on était à 450 $.
en septembre 2020, on était à 250. Ouais, Vous avez un peu le ratio. L'urée, c'était 240 et quelques euros l'année dernière, et cette année, c'est autour de 500 euros. Donc, c'est pour ça que l'indexation sur les coûts de production, elle est particulièrement importante, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que l'agriculteur est dans l'incapacité totale de répercuter cette hausse de son coût de production sur le prix qui va le vendre ses produits. Et l'indexation automatique qui a été votée dans Egalim 2 va permettre justement, quand il y a une évolution aussi forte, alors l'évolution, elle n'est pas du double sur le prix de la viande, parce que, mais dans le coût de production, ça joue un rôle non négligeable, le fait d'avoir des engrais qui passent de 250 à 500 euros la tonne. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'il y ait une indexation automatique pour que l'agriculteur puisse se retrouver. Alors après, c'est à la hausse comme à la baisse, c'est-à-dire que quand ça baisse, il faudra accepter des baisses de prix. Et Si, l'urée pour le coup, et l'engrais pour le coup, c'est un peu le yo-yo. Mais les tracteurs qui ont augmenté de 10% cette année, j'ai peine à croire qu'ils vont baisser. Les tracteurs baissent assez peu, oui, ça on est d'accord. C'est très volatile. C'est très volatile. Tous les outils qui permettent bien sûr de faire face à la volatilité sont importants, mais j'ajoute quelque chose, c'est que avoir une production locale est important aussi. Avoir une production locale avec les bons profils de produits. Je pense que ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, le marché français des engrais, c'est production locale, une petite trentaine de pourcents. Une petite trentaine de pourcents. La volatilité est d'autant plus un problème aujourd'hui dans le monde, notamment dans le monde de l'élevage, c'est que dans le monde de l'élevage, vous ne prenez pas des décisions pour 1 an ou pour 6 mois, vous prenez des décisions pour 10 ans, 20 ans. Je veux dire, on raisonne dans le monde de l'élevage sur du long terme. Et il est hyper compliqué de piloter sur du long terme avec des charges qui peuvent doubler à court terme. Donc c'est là-dessus que les deux lois Egalim sont là pour justement essayer de conforter le revenu de l'éleveur. Grégory Besson-Moreau. Oui, vous voyez, je regarde le monsieur Biérot et je vois à côté mon collègue Moreau, éleveur. Et on fait le constat qu'il y a une envie de transparence. Il y a encore quelques mois, on n'aurait pas pu imaginer cette envie de transparence. Et ce texte de loi, comme l'a dit mon collègue Jean-Baptiste Moreau, il va amener de la transparence. On est capable de parler de prix 1,2 centime. Et là, monsieur Biérot dit, ah tiens, 1,2 centime, mais je sais quel est le réel prix d'augmentation des engrais pour une baguette. Ce texte de loi, c'est la transparence complète sur l'ensemble des acteurs qui permet de justifier une hausse. Le consommateur, il veut payer un prix bas, mais il veut payer un prix juste. C'est toute la différence qu'il peut y avoir avec certains distributeurs qui plaident en permanence de prix bas. Moi, je dis le prix doit rester bas. Le distributeur, et je m'en félicite, les distributeurs français sont forts, sont puissants, et ils protègent le pouvoir d'achat des Français. Sans les distributeurs, on aurait peut-être des hausses et des prix d'alimentation qui seraient stratosphériques. Grâce à eux, on protège le pouvoir d'achat des Français. Mais on a besoin, à un moment donné, de lâcher du lest. Et ce lest, il doit être concrétisé par une véritable transparence. Et c'est exactement ce qu'on fait avec ce texte. Quel est le juste prix de l'alimentation? C'est la question du débat. Michel Biérot, le juste prix de l'alimentation, c'est le fait que l'amont puisse se payer les hausses du producteur à l'amont, ou est-ce que c'est le fait que le consommateur, et vous les connaissez bien les consommateurs, ils viennent dans vos magasins, est-ce qu'ils auront accès à tout? Alors pour moi, le juste prix de l'alimentation, c'est avant tout le juste prix pour l'élevage, enfin pour le monde agricole, et le juste prix pour le consommateur. Parce que, et après, à nous, distributeurs, et à l'industriel, de faire le travail. Donc il faut que l'industriel paye correctement son éleveur, il faut que moi que je propose de bons prix. Après, on a un avantage quand même, nous distributeurs, même beaucoup d'industriels, c'est que on a beaucoup de produits pour faire tourner notre entreprise. L'éleveur, il n'en a qu'un. Donc il peut compter que sur ce produit-là. Et c'est ça qui est très important, c'est que effectivement, tous les 450 000 agriculteurs, je parle sous couvert de Monsieur Moreau, mais il y a 450 000 agriculteurs. Je ne ferai pas de tripartite avec tous les agriculteurs. J'ai des copains paysans, producteurs de melons, producteurs de carottes. Tout va bien. Je ne vais pas faire une tripartite. Il y a des secteurs qui sont vraiment en grande difficulté. Et c'est quand même pas compliqué d'aider ces gens-là, quoi. Et c'est tout. Et tout en proposant un prix correct aux consommateurs. Là, on rogne un tout petit peu notre marge. Tout va bien pour l'enseigne de Lidl. Tout va bien. Et ce qui va coûter encore plus cher demain, c'est le fait de décarboner l'économie. Alors justement, Yara, vous travaillez cette question. Oui, parce que j'allais rebondir en disant on a aussi des opportunités en termes de produits. C'est-à-dire, je pense qu'il faut aussi inciter les agriculteurs à faire évoluer leur production. Une des voies, ce sera la décarbonation. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle du post-engrais, le post-engrais représente une part importante du contenu carbone. Quand on fabrique une tonne d'ammoniac, on dégage 2 tonnes de CO2. La décarbonation de cet ammoniac, c'est un axe majeur, et l'agroalimentaire s'intéresse
de plus en plus à cette question, et ça permettra aussi aux agriculteurs de pouvoir se démarquer, de pouvoir valoriser des produits, et la décarbonation d'un produit, si on la regarde en fin de chaîne, l'impact sur le prix final au consommateur ne sera pas forcément rédhibitoire. Donc là, je pense qu'on a un vrai axe, et en plus, on a un axe local. Nous sommes capables de décarboner en France. Je crois qu'on va avoir quelques électrolyseurs, des choses comme ça. Donc on a la possibilité de produire une alimentation décarbonée. Mais on fera demain de l'engrais à partir d'électrolyse de l'eau? Oui, bien sûr. Donc, le composant principal, enfin le composant qu'on recherche dans l'ammoniac qui est NH3, c'est l'azote, le N. Mais en fait, pour fixer ce NH3, on utilise de l'hydrogène. Cet hydrogène, aujourd'hui, il est fossile, il vient du méthane. Demain, il peut tout à fait provenir d'un hydrogène vert. D'accord. Il y a encore des marges de manœuvre, et vous le savez, c'est le marketing. C'est vrai que dans le prix d'un produit, on parle peut-être d'1 à 2% pour demander de la matière première, parce que souvent, on parle de la matière première, mais il y a tout ce qui fait la différence entre la matière première, le packaging, le marketing derrière. Et là, on voit que la grande distribution, vous êtes quand même arrivé au bout d'un chemin, là. Il va falloir repenser les modèles, vous les voyez, Internet, le fait de mettre partout de nouveaux locaux, ça, c'est peut-être la fin de l'histoire, non ? Alors, je pense pas parce que, alors effectivement, il y a ce problème du prospectus. On peut en parler. On en distribue 12 millions par semaine, donc c'est conséquent. On veut digitaliser tout ça. On veut appuyer. On parle de l'e-commerce. Il y a tout un sujet autour de ces sujets, pardon. Et on y travaille, mais encore une fois, on est dans l'alimentaire. On est avant tout un distributeur alimentaire. Et on va pas, surtout en France, on est des passionnés de produits. Je pense pas qu'un jour on vendra notre camembert sur Internet. Hein. Donc il y a plein de sujets autour de l'e-commerce, de la digitalisation, et on y travaille. Donc vous pensez qu'on est quand même encore bien sur le réel du terrain, du magasin ? Ah ouais, en tout cas nous on y croit à fond, et même si 2020 nous a démontré que l'e-commerce était en train d'exploser, pour l'instant chez Lidl on y réfléchit, on y travaille, mais non. Pas, tout ce qui est cajou, quick service, tout ça, vous y pensez pas ? Si, on y pense, bien évidemment qu'on y pense. Drive, on y pense, Click and Collect, on y pense, mais pas de précipitation, il faut le faire, voilà, parce que faut pas oublier que quand vous lancez un Drive, 100% des consommateurs du Drive respectent à 100% leur liste de courses. C'est tout l'inverse dans un magasin physique. 100% des consommateurs respectent pas du tout leur liste de courses. Et c'est ce qui est très profitable aux distributeurs parce que c'est ce qu'on appelle l'achat d'impulsion. Donc pour l'instant, on y réfléchit, mais il faut y aller prudemment. Et par contre, on va plus réfléchir sur effectivement comment stopper demain le prospectus, quoi. Nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission, mais j'ai envie d'avoir votre avis. Donc le juste prix de l'alimentation, ça serait quoi, Monsieur Moreau ? Le juste prix de l'alimentation, pour moi, c'est d'abord une rémunération équitable de tous les maillons de la filière. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire qu'on va faire uniquement gagner de l'argent aux éleveurs. Il faut que les éleveurs puissent vivre de leur métier, ça c'était essentiel, mais il faut effectivement aussi que l'industrie agroalimentaire puisse se développer et investir, et que la grande distribution puisse investir sans que ça pèse trop sur le budget du consommateur. Donc c'est une répartition équitable de la valeur, avec une création de valeur sur certains segments qui est encore possible à mon avis, mais une répartition plus équitable que ce qui existe aujourd'hui, qui est totalement inéquitable. Michel Biraud, vous êtes persuadé que la grande distribution ne va pas essayer de tailler en pièces la loi Egalim 2 ? Vous pouvez le dire là ici ? Bien. Alors pas que la grande distribution, mais oui, bien évidemment, tout le monde va essayer je pense qu'ils ont déjà réfléchi cette nuit à comment contourner, mais aussi les industriels, surtout les industriels. C'est le maillon intermédiaire. Les industriels, là, vous avez pas été un peu dans le flou des industriels, vous pensez pas ? Quand vous dites tout le monde, Monsieur Biraud, est-ce que vous faites partie de tout le monde ? Non. Là, ça me rassure. Les industriels, vous leur faites confiance dans la transparence ? Je leur fais confiance. Bien sûr que ça a été difficile au début. Ma collègue Sophie Baudin-Hubière en est témoin. On a eu énormément d'auditions communément avec les industriels. Bien sûr qu'il y a de la difficulté parce qu'on va devoir changer sa façon de faire. On va devoir revoir des contrats. On va devoir revoir cette histoire d'indexation. Et c'est compliqué au premier abord. Et puis une fois qu'on commence à discuter avec eux, qu'on réfléchit, ils se disent bien en fait, si ça me protège, si ça protège mon fournisseur de matières premières agricoles français, et si ça protège et ça rassure mon client, eh bien on y va. Sophie Baudouin-Hubière, vous êtes sûr que la loi à laquelle vous avez participé, là, quelque part, ça ne va pas rendre des familles malheureuses qui ne pourront pas accéder à certains aliments ?
D'abord, des certitudes, j'en ai fort peu, mais je suis un peu surprise parce que vous avez parlé du juste prix de l'alimentation sans qu'on évoque réellement ce que le consommateur pouvait en penser. Et on est soumis quand même au quotidien à tout un tas d'injonctions de nos consommateurs. Ils nous veulent une société qui soit plus écologique, qui soit plus juste, qui soit plus transparente, qui soit plus responsable. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, la loi qu'on leur propose, c'est aussi ça, parce qu'on n'a pas parlé de la question de l'étiquetage ou des rémunérascores, et ça fait aussi partie de ces choses-là. Et donc, le consommateur, certainement qu'à nous, dans nos communications, certainement dans des émissions comme la vôtre, c'est une façon de l'interpeller pour qu'il ait des exigences vis-à-vis des distributeurs. Puis il n'y a pas que les distributeurs où il le peut, les grands distributeurs auprès desquels il pouvait se fournir. Vous avez évoqué l'évolution de la distribution. Je suis surprise du prisme que vous avez abordé, puisqu'on a aussi beaucoup parlé à la fois dans Egalim 1 et 2 des circuits courts, de la vente directe, et on s'est posé toutes ces questions de rémunération de nos agriculteurs par ces biais de consommation. Tout à fait. Nicolas Broutin, est-ce que vous pouvez rassurer les agriculteurs qui nous écoutent? On est arrivé en haut là, du pic du prix des engrais, ou il y a encore haut? Alors malheureusement, ça reste un peu une boule de cristal. Vous savez que les éléments géopolitiques, énergétiques sont tous combinés dans la construction de ce marché, donc c'est très compliqué d'éclairer. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que on a une très belle agro-industrie en France, et je peux témoigner que les acteurs de cette agro-industrie s'intéressent de très très près à l'amont, et je pense que c'est un très bon signal. Bon, madame, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous.